Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, appelle à investir les ressources humaines et les infrastructures dans le continent. Le président de la République passe en revue devant la colonie mauritanienne aux États-Unis d'Amérique les réalisations accomplies, notamment dans le domaine de l'enseignement. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa abrite la sortie de la 32e promotion des sous-officiers formés sur le territoire national. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a en effet adressé un message de félicitations à son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République sœur de Côte d'Ivoire, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes vœux de progrès pour le peuple ivoirien frère. Je tiens à vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, à l'assurance de ma très haute considération. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, a appelé à investir dans les ressources humaines et les infrastructures dans le continent. C'était à l'occasion d'un discours prononcé aujourd'hui devant le sommet afro-américain. Je vous propose de l'écouter. Excellence, Monsieur Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Barack Obama, au peuple et au gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet. Mes pères et moi-même, ainsi que nos délégations depuis notre arrivée dans cette belle capitale, Washington, D.C. Je voudrais également remercier mes frères, les chefs d'État et de gouvernement africains qui, par leur présence, honorent cette importante rencontre dont les contributions en garantissent la réussite. Je salue la tenue de ce sommet, premier de son genre entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'objectif de ce sommet est de permettre de renforcer et d'accroître des relations de coopération bilatérale, régionale et continentale entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique pour le bien-être des générations actuelles et futures. Afin de préserver leurs intérêts mutuels, nos peuples ont, à travers l'histoire, établi et entretenu des relations solides. À cet effet, le Forum des affaires qui a réuni des responsables de firmes américaines et africaines avec des leaders africains contribuera, par les opportunités qu'il a créées, à accroître le volume des échanges entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, qui entend désormais participer de façon active aux affaires mondiales en tant que partenaire et acteur fort et influent. L'Afrique, continent jeune, potentiellement riche et connaissant une croissance rapide, a besoin du savoir-faire, de l'expérience et des technologies américaines pour se développer davantage. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous aborderons aujourd'hui des thèmes aussi importants tels que celui de l'investissement dans les générations futures, croissance et développement durable, énergie, sécurité alimentaire, santé, sauvegarde des ressources, autonomisation des jeunes. Le thème crucial de la sécurité régionale ainsi que celui de la gouvernance pour les générations futures. La transformation de l'Afrique, conformément à notre volonté d'aller de l'avant, reflétée clairement dans notre vision 2063 pour les 50 prochaines années, et dans notre feuille de route post-2015 appelle des investissements lourds et une meilleure orientation des fruits de la croissance pour réduire conséquemment la pauvreté. L'extension de l'accès à l'énergie,
qui figure parmi nos priorités, fera une part de plus en plus importante aux énergies renouvelables qui sont moins coûteuses et plus respectueuses de l'environnement. L'investissement dans le secteur agro-pastoral permettra quant à lui non seulement d'assurer notre autosuffisance alimentaire, mais aussi de créer plus d'emplois durables, d'augmenter la valeur ajoutée de nos produits et de rendre la croissance plus inclusive au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. Cependant, l'agriculture et le pastoralisme font face à des aléas dont le plus pesant reste le changement climatique. Les populations du continent doivent développer une plus forte résilience et s'adapter au nouveau contexte. Même si le volume du commerce intra-africain et sa part dans le commerce mondial reste faible, l'Afrique continue à disposer d'un avantage comparatif important, un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Tout en appréciant la loi pour la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, nous souhaitons que cette AGOA permette un développement industriel, agricole et commercial plus accru. Par son élargissement à davantage de pays et de produits d'exportation du continent, par le renforcement des capacités et l'assistance technique en matière d'assurance, de qualité et de normes en particulier. Excellences, Mesdames et Messieurs, la population africaine qui doublera d'ici à 2050 sera à hauteur de ses 2/3 constituée de jeunes de moins de 35 ans, ce qui est à la fois un atout important et un défi majeur, un capital humain considérable, mais une demande forte en matière d'infrastructures, de santé, d'éducation durable, de logement, de nourriture, pour que chaque Africain ait une vie décente. Malgré les efforts consentis qui ont permis de réaliser des avancées significatives ces dernières années dans les domaines de prévention, du renforcement du système de santé, y compris l'investissement dans les ressources humaines et afférentes, les indicateurs en matière de santé restent encore préoccupants. Le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose demeurent des causes importantes de mortalité en Afrique. La lutte hardie contre ces fléaux devra être renforcée avec l'appui des partenaires de l'Afrique. À cet égard, nous félicitons les États-Unis d'Amérique pour leur contribution à ce sujet. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs en matière de paix et de sécurité. Les conflits armés, les guerres civiles, le terrorisme et les trafics illicites dont il se nourrit, tels que le crime organisé, le trafic des espèces sauvages, la contrebande d'armes et de drogue. Pour y faire face, des progrès significatifs ont été enregistrés dans l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. La mobilisation des efforts de la communauté internationale est requise. Il y a lieu de mentionner l'accord de coopération qui existe dans ce cadre entre l'Union africaine et les États-Unis d'Amérique depuis janvier 2013 et de réitérer notre souhait pour la mise en place d'une facilité américano-africaine de paix en complément à la facilité de paix pour l'Afrique établie par l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, la gouvernance pour les générations futures est le lieu de tous les enjeux, le domaine où se concentrent tous les défis. Il faut en fait léguer aux générations futures une Afrique forte, prospère et inclusive, mais diverse, où l'intégration s'est largement réalisée. L'autonomisation des femmes, qui constitue l'un des moteurs de la Renaissance africaine, permettra à celles-ci d'exercer leur liberté fondamentale dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. La gouvernance pour les générations futures devra pérenniser la paix et le développement, renforcer l'engagement collectif de l'Afrique à promouvoir une culture politique fondée sur les valeurs de la démocratie, de la promotion et du respect des droits de l'homme et de la considération de l'état de droit. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive la coopération entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Thank you very much, President Aziz. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, et son épouse, Madame Mariam Mint Ahmed Tekeiber, ont assisté à un dîner organisé hier soir à la Maison-Blanche à Washington par le président américain Barack Obama et son épouse Michelle Obama en l'honneur des chefs d'État africains.
Au cours de ce dîner, le président américain Barack Obama a déclaré que son pays a mobilisé 26 milliards de dollars américains pour augmenter la production en électricité en Afrique. La cérémonie était également une occasion au cours de laquelle le président américain a évoqué devant les chefs d'État africains et hommes d'affaires de nouveaux engagements d'une valeur de 33 milliards de dollars, invitant ses pairs africains à préparer un environnement politique et économique propice au climat des affaires. Il a aussi indiqué que les États-Unis d'Amérique vont investir massivement et à long terme dans le continent africain pour contribuer à son développement et à son progrès. Le chef d'État américain a annoncé que les entreprises américaines telles que Marriott, Coca-Cola et General Electric se sont engagées à investir quelques 14 milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie, de l'hydraulique, de l'hôtellerie, de la construction, des banques et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a en outre souligné que son pays a mobilisé un partenariat avec le secteur privé, la Banque mondiale et le gouvernement de Suède un montant de 26 milliards de dollars au profit du programme Power Africa afin d'augmenter la production de l'électricité en Afrique au sud du Sahara. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a rencontré hier soir à Washington les représentants de la colonie mauritanienne aux États-Unis d'Amérique. Le président de la République a d'abord donné la parole aux représentants de la colonie pour poser les problèmes auxquels la colonie fait face en vue d'y chercher des solutions idoines. En réponse à leurs interventions, le chef de l'État a indiqué que la Mauritanie est devenue un espace de liberté où il n'y a pas de barrière pour le travail journalistique, aucun prisonnier d'opinion et aucune place pour les propagandes discriminatoires ou sectaires, même si les auteurs de ces actes tentent à avoir des opinions qui se ruent à l'étranger au détriment de la réputation de leur pays. À propos de la double nationalité, le président de la République a rappelé que le gouvernement avait promulgué en 2009 des lois permettant à tout Mauritanien d'obtenir une nationalité et de garder sa nationalité d'origine, mais il doit présenter une demande adressée aux autorités concernées par le biais de l'ambassade du pays d'accueil afin d'obtenir un décret lui octroyant ce droit, ce qui est considéré, dira-t-il, comme une avancée du moment que la loi interdisant autrefois la conservation de la nationalité mauritanienne en cas d'obtention d'une autre nationalité. En ce qui concerne l'état civil, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné que le bureau de l'agence à Washington ne peut être transféré à toutes les zones et pour des raisons d'organisation, il est localisé à l'ambassade. Le président de la République a passé en revue les réalisations accomplies durant son dernier quinquennat, notamment dans le domaine de l'enseignement à travers l'adaptation de la formation avec les besoins du marché du travail, l'ouverture des écoles de formation professionnelle, des lycées d'excellence, de l'école polytechnique et de l'école des mines, entre autres, mettant l'accent sur les efforts consentis pour rapprocher les citoyens de l'administration. L'ambassadeur de Mauritanie aux États-Unis, son Excellence Mohamed Lamine Ould El Hussein, s'est réjoui du respect de la colonie mauritanienne des règlements en vigueur aux États-Unis et leur apport à l'économie nationale. Les intervenants ont à leur tour félicité le président de la République pour son élection pour un second mandat, demandant la création d'opportunités d'emploi dans le pays en faveur des diplômés de la colonie ainsi que l'ouverture des filières des banques mauritaniennes aux États-Unis pour faciliter le transfert de l'argent à l'intérieur du pays. Direction à Kifa, où le général de brigade Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées, a supervisé hier à l'École nationale des sous-officiers de Kifa la cérémonie de sortie de la 32e promotion des sous-officiers formés sur le territoire national. La réception a été marquée par la remise de grade aux sortants et un défilé militaire au rythme de la musique militaire nationale. Abdelrahman Hamadan. Cette cérémonie de sortie de la 32e promotion des sous-officiers d'actifs
formés sur le territoire national s'est déroulé dans la place des parades à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa, sous la supervision du chef d'état-major général des armées, général des brigades, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. La cérémonie a été marquée par la remise des grades aux sortants en présence d'Iwali de la Saba, de l'inspecteur général de l'armée nationale et des forces de sécurité, ainsi que des hauts officiers de l'armée et d'un certain nombre d'invités officiels. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur de l'école, colonel Lehbi Ould Jaghar, a affirmé que les éléments de cette promotion avaient suivi une formation particulière lui conférant d'acquérir des compétences, savoirs militaires et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il a loué en outre l'appui apporté par l'état-major général des armées à l'école depuis sa création en 2005, notamment en matière de formation. Et le directeur de souligner le rôle des formateurs dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation. Parmi les festivités de cette cérémonie, un parade militaire présenté par les sortants devant leurs formateurs et chefs, un parade qui reflète leur niveau très élevé de la condition physique. La promotion a reçu tout au long de cette formation des cours théoriques et pratiques portant dans leur ensemble sur les caractéristiques géographiques qui distinguent le territoire mauritanien et comment l'officier peut s'y adapter lors de l'accomplissement de son devoir professionnel. Restons toujours à Kifa où le chef d'état-major des forces armées, le général de brigade Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed a effectué hier une visite d'information à l'usine militaire spécialisée dans la fabrication et le montage des tuyaux. Sur place, le chef d'état-major général des forces armées a suivi d'amples explications sur les techniques portant sur l'importance de cette infrastructure dont la pose de la première pierre a été effectuée par le président de la République en juillet 2011. Cap sur la wilaya du Trarza maintenant. Cette wilaya a connu la réalisation d'importants projets de développement et ce, dans tous les secteurs que nous découvrons dans ce dossier signé Mohamed Abdallahi Oulab. Rosso, capitale de la wilaya du Trarza à l'heure de la réforme. Nombreux sont ici les chantiers en cours de réalisation. Le secteur agricole draine beaucoup de ressources humaines et matérielles. La wilaya est considérée par les observateurs comme le grenier du pays. Durant la dernière campagne agricole, elle a produit environ 215 000 tonnes. L'amélioration quantitative et qualitative des récoltes est le fruit, entre autres, des politiques d'aménagement agricole entreprises ces dernières années. Selon le Wali du Trarza, plusieurs projets d'aménagement ont rendu cultivables des espaces situés dans Chamama, Le Gouareb, Tinidar, Bagamoun, Dakhel Teikan. Mais le grand chantier demeure celui du canal Taftout Sahili, qui va irriguer 16 000 hectares sur une longueur de 55 km. De leur côté, les habitants de la wilaya ont apprécié vivement ces réalisations qui doivent contribuer à éradiquer l'insécurité alimentaire, aussi bien au niveau local que national. L'essor de l'agriculture va de pair avec la construction des infrastructures et la promotion des services de base. D'après les Wali du Trarza, ces 3 derniers mois ont connu l'injection d'environ 20 milliards d'ouguiya dans certains projets importants dans cette wilaya. Concernant les infrastructures, le programme visant la réhabilitation de la route Rosso-Nouakchott constitue un projet ambitieux. De même pour la construction de la route liant Tigint à Medredra, qui a longtemps été un rêve pour la population locale. Le secteur sanitaire n'est pas un reste. Les équipements et le personnel du centre hospitalier de Rosso sont en train d'être déménagés vers le nouveau centre flambant neuf. Ce nouveau centre situé sur la route principale, précisément au kilomètre 7, représente désormais l'un des grands hôpitaux du pays. Selon le directeur général du centre hospitalier de Rosso, ce dernier est d'une capacité d'accueil de 150 lits. Il est bien équipé, disposant de plusieurs pavillons spécialisés. Notons que la wilaya du Trarza possède dans chaque muqata'a un centre hospitalier, en plus de 85 points médicaux et 55 unités sanitaires réparties sur toute l'étendue de cette wilaya.
dont la superficie est de 67 800 km². Ici à Nouakchott, les activités relatives aux journées portes ouvertes sur le secteur de la fonction publique, le travail et la modernisation de l'administration organisées depuis hier au Palais des Congrès ont été clôturées aujourd'hui. Les participants à ces journées ont émis à la lumière des exposés et des conférences présentées au cours des 2 jours d'activités des recommandations de nature à contribuer à la réforme et à la modernisation de l'administration. Rabi Adeda. Ces journées portes ouvertes ont permis de créer un cadre d'échange entre les différents secteurs de la fonction publique. Les participants à ces journées portes ouvertes ont émis à la lumière des exposés et des conférences présentées au cours des 2 jours d'activité des recommandations de nature à contribuer à la réforme et à la modernisation de l'administration. Ce participant nous éclaire au sujet de ces journées portes ouvertes. Et cette journée quand même a permis de sensibiliser le public sur un thème important qui est une fonction publique au service du développement économique et social. Donc ces journées ont été marquées par la présence d'un nombreux public. Lors de la cérémonie de clôture des journées portes ouvertes, la secrétaire générale du ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Mme Mariam Abdelmalik, a loué à cette occasion les travaux présentés par les participants, issus de différents secteurs publics et privés. Elle a indiqué également que les recommandations émises par les participants permettront efficacement à éclairer les responsables du secteur et en conséquence à optimiser le rendement de leur action, ainsi qu'à développer l'exercice administratif et améliorer la qualité des services accomplis par les établissements étatiques. Ces journées portes ouvertes ont permis d'apporter à l'opinion publique des éclaircissements sur l'arsenal des lois et législations relatives aux obligations requises chez le travailleur dans le contrat signé avec lui, avec la garantie de l'employeur des droits dus. La Commission nationale des bourses a tenu aujourd'hui sa première réunion pour l'année universitaire 2014-2015 sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La Commission a présenté au cours de cette réunion 1253 demandes déposées par de nouveaux bacheliers. Abdoulaye Damaba. La Commission nationale des bourses a proposé plus de 360 bourses d'études à l'étranger aux étudiants mauritaniens. La Commission nationale des bourses a tenu sa première réunion ce mercredi afin d'étudier les demandes des bourses pour l'année universitaire 2014-2015. Cette rencontre a été présidée par Dr Issel Mouhoul Sadeh, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 1253 demandes ont été déposées sur la table de la Commission par les nouveaux bacheliers des séries mathématiques, scientifiques et techniques et les premiers des filières littéraires et des établissements nationaux d'enseignement supérieur. Dr Issel Mouhoul Sadeh, président de la dite commission, a indiqué que l'objectif de cette commission est de garantir la transparence et l'objectivité et mettre tous les candidats sur un pied d'égalité. Il a par ailleurs affirmé que cela participera à doper l'intérêt des étudiants pour les filières professionnelles et techniques. Il est par la suite revenu sur la mise en place de cette présente session et les conditions qui ont prévalu afin de permettre aux étudiants d'effectuer librement leur choix. Au finish, la Commission a proposé d'orienter 304 nouveaux bacheliers de l'année 2014 et 61 lauréats des établissements nationaux de l'année écoulée. 6% du total des bourses à l'étranger ont été attribuées à la jeune féminine. Ceci rentre dans le cadre de la discrimination positive visant à promouvoir l'enseignement des filles. Direction à présent dans la wilaya du Gorgol, précisément dans sa capitale Kéhédi, qui a abrité les travaux de l'atelier de planification des activités de la jeunesse et la présentation du bilan annuel. Cette rencontre est organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Bokar Baylaba. La mission de la jeunesse repose sur l'entrepreneuriat et le développement, la culture, l'art, le sport et enfin le leadership. C'est autour de ces piliers que s'articule cet atelier qui profite aux délégués régionaux de la culture, de la jeunesse et des sports, ainsi que les présidents des régions des jeunes. L'occasion pour le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud El Mohamed El Mokhtar,
de souligner que l'État s'est engagé à promouvoir la jeunesse, renforcer ses capacités, dont l'illustration est donnée par la tenue de cet atelier. De son côté, la représentante de l'UNICEF, Mme Halima Tadem, elle a indiqué que son institution accompagne le gouvernement mauritanien et la jeunesse pour la réalisation de ces programmes. Nous faisons appel au sens de l'innovation et aux compétences de la jeunesse qui est à l'aise aujourd'hui avec les technologies de l'information et de la communication pour trouver et proposer des solutions efficaces et durables. L'UNICEF s'engage à soutenir la réflexion pour trouver des solutions aux problématiques de jeunesse, qui fait des jeunes de vrais partenaires capables de contribuer au développement de leur communauté et de leur pays. Enseigner les jeunes leurs droits et responsabilités de citoyens dans une démocratie leur permettra de servir au mieux au renforcement de leurs capacités. Comme vous le savez, le mouvement associatif aujourd'hui, qui s'étend dans toutes les Mourata'a et toutes les wilayas du pays, connaît un regain d'activisme, notamment en matière de formation. Donc cet atelier est venu à point nommé au moment où les pouvoirs publics accordent toute l'attention particulière à la jeunesse et aux structures décentralisées de la jeunesse. C'est connu de tous, la jeunesse déborde d'énergie et de volonté de participer au développement de son pays, et ces jeunes veulent être une solution et non un problème. Après Keïdji, direction Attar pour parler cette fois de l'ambiance des préparatifs de la 5e édition du Festival des Dates. C'est un reportage d'El Hajj Abdallah Hidjin. Voici la ville d'Attar, capitale de la wilaya de la Drar. Ici, l'atmosphère de la saison des dates règne largement. Depuis la fin du mois béni du Ramadan, plusieurs citoyens sont en train d'affluer vers les différentes oasis et plaines de la wilaya. Leur objectif est de passer les vacances et se jouir du paysage attirant en passant une partie du temps sous l'ombre des palmiers. Ces citoyens décrivent la qualité des dates et la productivité des palmiers en appréciant ce produit dattier. Le marché d'Attar connaît actuellement une vitalité remarquable, en particulier aux premières heures du matin, où arrivent des quantités de dates venant de différents coins de la wilaya. Les vendeurs de dates louent ces produits en les considérant un gain de pain et ils décrivent sa diversité et sa modicité. La saison des dates, appelée communément Al-Ghadna, coïncide cette année avec l'organisation d'un festival de dates dans la wilaya de la Drar qui est né sa 5e édition. Un festival qui vise à promouvoir les oasis et ses dérivés. Le festival en question sera bien organisé selon le comité de supervision. Le festival, certes, il va être un festival réussi car il y a un grand nombre de cadres et d'hommes d'affaires qui sont derrière cette organisation. On est en train de mettre les dernières retouches. Et il sera au haut niveau car il s'agit de la Ghadna. Le festival prévu connaîtra l'organisation d'ateliers et rencontres de sensibilisation en plus des activités artistiques et sportives. Retour à Nouakchott où la communauté urbaine de Nouakchott a déterminé depuis 2 mois des points réservés aux dépôts d'ordures dans quelques mourata. Cependant, ces dépôts sont l'objet de plaintes des habitants des quartiers périphériques. Babacar Diaye. Une fois que les ordures sont collectées, elles sont transportées dans des sites de transit comme celui-ci situé à Elmina. Cela permet ainsi dans un premier temps de débarrasser les quartiers de Nouakchott de leurs ordures avant d'être évacués sur le site de traitement situé au PK25. Ce cumul de déchets inquiète aujourd'hui les riverains. Cette montagne d'ordures qui se trouve derrière moi nous inquiète. Nos enfants viennent ici, ces ordures constituent des nids de reproduction pour les moustiques et les mouches qui sont des vecteurs de transmission de maladies. Du côté de la mairie d'Elmina, on en appelle à la réaction des pouvoirs publics pour éviter une catastrophe environnementale. En tant que collectivité locale, nous n'avons pas les moyens, dit ce conseiller municipal. L'enlèvement des ordures relève de la responsabilité de la communauté urbaine de Nouakchott. L'État doit réagir très rapidement face à cette situation pour éviter une catastrophe écologique. À la communauté urbaine de Nouakchott, on explique que ces sites de transit sont nécessaires. La communauté urbaine fait de tous ses efforts pour essayer de collecter les ordures et les amener à 2 sites de transit qui sont reconnus. L'un au niveau de Dar Naïm, et le second au niveau d'Elmina. Ce sont les 2 sites officiels pour
le transit des déchets. Parce que si on n'enlève pas, si on ne profite pas pour essayer de faire des sites de transit en point de rupture, les déchets ne seront pas évacués au sein des quartiers. Dans cette vaste opération d'enlèvement des ordures, la communauté urbaine de Nouakchott mobilise tous les jours plus de 40 véhicules gros porteurs. Plus de 800 tonnes d'ordures sont ainsi évacuées au site de transit de PK25. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, appelle à investir dans les ressources humaines et les infrastructures dans le continent. Le président de la République passe en revue devant la communauté mauritanienne établie aux États-Unis les réalisations accomplies notamment dans le domaine de l'enseignement. L'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa abrite la sortie de la 32e promotion des sous-officiers d'actifs formés sur le territoire national. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un d'agréables moments en compagnie des programmes d'El Mauritania.